Bonjour mes chers étudiants, comment ça va? J'espère que tout va bien. On va commencer aujourd'hui la partie la plus importante de notre programme, c'est la statistique inférentielle. Bon, pour comprendre ou pour étudier la statistique inférentielle, on doit d'abord comprendre qu'est-ce que c'est la distribution d'échantillonnage. Et tout ce qu'on a appris depuis le commencement du semestre était comme introduction pour comprendre qu'est-ce que c'est la distribution d'échantillonnage. Bon, on va lire ensemble. Le but de l'analyse statistique est d'apporter des informations sur des phénomènes insuffisamment connus afin de permettre de tirer des conclusions ou prendre des décisions plus éclairées à ces phénomènes. Alors, on a des informations sur des phénomènes qui sont pas connus et par l'analyse statistique, je peux savoir ces informations et je peux prendre des conclusions et des décisions sur ces phénomènes. Comment ça se fait? Si on cherche des paramètres qui caractérisent une population. Alors, j'ai une population assez large et je vais donner un exemple assez simple. Si je veux savoir quelle est la moyenne ou quelle est la taille moyenne des étudiants de tous les étudiants de l'université du Caire. Alors, c'est une population assez large, il y a des milliers. Et je veux savoir quelle est la moyenne de la taille de ces étudiants. Je veux savoir quelle est la moyenne. Je veux savoir, par exemple, quel est l'écart type. C'est une mesure de variance. Et aussi, quelle est parfois la proportion P. Alors, nous avons 3 paramètres qui sont assez importants pour chaque population. Ou la moyenne mu, l'écart type sigma et la proportion P. Et je vais expliquer plus tard qu'est-ce que c'est la proportion P. C'est parfois impossible de calculer ces paramètres de la population entière, car c'est assez large. Donc, comment faire si je veux savoir quelle est la taille moyenne de tous les étudiants de l'université du Caire, ou je veux savoir quel est l'écart type ou la variance de cette taille. Est-ce qu'il y en a des étudiants qui sont assez petits de taille ou qui sont assez grands de taille? Aussi la proportion. Je veux savoir quelle est la proportion des étudiants qui ont la taille plus grande, par exemple, plus grand que 170. Alors, comment faire? Dans ce cas, on tire un échantillon de cette population dont on peut calculer la moyenne X bar, l'écart type S, ainsi la proportion P chapeau. C'est très facile. Si je vais tirer un échantillon, par exemple, de 200 étudiants et je vais mesurer leur taille, c'est très facile de chercher X bar. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner toutes les tailles et diviser par le nombre de l'échantillon. Je peux calculer la moyenne X bar de l'échantillon assez facilement. Aussi, je peux calculer l'écart type S de l'échantillon assez facilement. C'est sigma x au carré sur n moins sigma x sur n, le tout au carré. Vous savez ça très bien. Ainsi, la proportion P chapeau. Qu'est-ce que c'est P chapeau? C'est la proportion, par exemple, des étudiants qui ont la taille plus grande que 170. Alors, comment je peux calculer ça? C'est très facile. Je vais chercher le nombre des étudiants qui ont la taille plus que 170 divisé par le nombre entier de l'échantillon. Alors, ces statistiques de l'échantillon sont très facilement calculées. On appelle ces fonctions calculées par les observations de l'échantillon les statistiques. Alors, on a des paramètres inconnus comme quoi? Comme mu, comme sigma et comme p.
Ce sont inconnus de la population. La population est très large. Je ne peux pas calculer ou mu, ou sigma, ou p facilement. Et c'est pour ça que je vais tirer un échantillon de taille n par exemple, et dont on peut calculer la moyenne x bar très facilement, l'écart type S et la proportion P. Ces fonctions x bar, S et P chapeau calculées de l'échantillon est appelé les statistiques. Et mu, sigma, P de la population sont appelés les paramètres. Voilà. Alors, je répète, j'ai une population assez large. Je vais calculer mu ou sigma ou P de la population et c'est impossible parce que la population, disons, de taille n, grande n, est très large. Alors, c'est pour ça que je vais tirer un échantillon de taille assez petite n, petite n, et à partir de cet échantillon, je peux très facilement calculer les statistiques comme x bar ou S ou P. Bon. D'après ces statistiques, on peut estimer ou tirer des conclusions sur les paramètres correspondants de la population. À partir, par exemple, de x bar, je peux estimer mu, ou prendre des décisions sur mu, ou tester des hypothèses sur mu. Et d'après S, je peux estimer sigma, ou tester des hypothèses sur sigma, ou prendre des conclusions sur sigma. Et à partir de P chapeau, je vais faire la même chose pour P. Ça de l'échantillon et ça de la population. Voilà. Ces statistiques. Et maintenant, pour utiliser X bar et S et P chapeau dans l'analyse statistique pour prendre des décisions ou estimer mu, sigma et P, je dois savoir quelles sont les propriétés de ces statistiques. Premièrement, ces statistiques sont des fonctions des observations des échantillons aléatoires tirés de la population. Alors, elles ne sont pas constantes, mais elles sont des variables aléatoires qui ont leur propre distribution. Mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai, parce que pour chaque échantillon, j'aurai un x bar. Si je tire 4 échantillons, j'aurai 4 x bar. Alors, x bar n'est pas constante. Elle change d'un échantillon à l'autre, n'est-ce pas? Alors, x bar, et ainsi S et P chapeau, ne sont pas des constantes, mais elles sont des variables aléatoires. Des variables aléatoires qui ont leur propre distribution. On a vu avant ça qu'une variable aléatoire peut avoir une distribution. Cette distribution de probabilité est appelée distribution d'échantillonnage. Pourquoi distribution d'échantillonnage? Parce que ce sont les distributions des statistiques tirées de l'échantillon. Alors, c'est pour ça que c'est appelé la distribution d'échantillonnage. Qu'est-ce que c'est la distribution d'échantillonnage? On appelle ainsi la distribution de probabilité de n'importe quelle statistique de l'échantillon. Alors, c'est la distribution de probabilité de x bar, la distribution de probabilité de S ou de P chapeau. Alors, qu'est-ce que c'est la distribution d'échantillonnage? Ce sont les distributions des statistiques tirées de l'échantillon. Alors, pour le moment, on va étudier la distribution d'échantillonnage de la moyenne x bar, de P chapeau et de S au carré. Et il y en a plusieurs statistiques, mais on va étudier seulement cette année ces 3 statistiques assez importantes. Bon, quelles sont les propriétés? Par exemple, on va commencer toujours par x bar parce que c'est la plus simple. Quelles sont les propriétés de la moyenne x bar d'un échantillon aléatoire? On a su jusqu'à maintenant que x bar est une variable aléatoire, elle n'est pas une constante, ça numéro 1. Numéro 2, x bar a une distribution appelée distribution d'échantillonnage.
Et on commence par quelques propriétés de X bar. Et on va voir tout à l'heure quelle est la distribution de X bar. La moyenne X bar de l'échantillon est une variable aléatoire qui a les propriétés suivantes. Numéro 1, l'espérance mathématique ou la moyenne de X bar, c'est noté E X bar ou mu X bar est égal à mu. Qu'est-ce que c'est mu? Mu, c'est la moyenne de la population. Alors, c'est très logique que la moyenne de X bar c'est une variable aléatoire. La moyenne de X bar, la moyenne des moyennes est égale à la moyenne de la population inconnue. Parce que le problème que mu est inconnu. Alors, si je cherche l'espérance mathématique de X bar ou la moyenne des moyennes, j'aurai quoi? J'aurai mu, c'est la moyenne de la population inconnue. Quoi aussi? La variance de X bar est égale à c'est noté comme ça, la variance de X bar est égale à la variance de la population, sigma au carré, divisé sur n. Qu'est-ce que c'est n? C'est la taille de l'échantillon tiré. Alors, la variance de X bar est égale à la variance de la population sigma au carré divisé par n, où n est la taille de l'échantillon. Ce sont deux propriétés assez importantes. Numéro 1, je répète. X bar, qu'est-ce que c'est X bar? C'est la moyenne de l'échantillon. Pourquoi on cherche X bar? Pour prendre des décisions et pour estimer mu. Qu'est-ce que c'est mu? Mu, c'est la moyenne de la population. Alors, X bar, on a su que X bar n'est pas constante, mais elle est une variable aléatoire qui a une distribution qu'on va voir maintenant. Cette distribution nommée distribution d'échantillonnage. Pour comprendre la distribution d'échantillonnage de X bar, on a ces deux propriétés importantes. Numéro 1, la moyenne de X bar est égale à la moyenne de la population. Et la variance de X bar est égale à la variance de la population divisée par n. Qu'est-ce que c'est n? C'est la taille de l'échantillon. Maintenant, je vais donner un exemple pour prouver que vraiment X bar de l'échantillon n'est pas constante, elle est une variable. Et pour aussi prouver que Ex bar est égal à mu et la variance de X bar est égale à sigma au carré sur n. Je vais donner un exemple assez simple. Alors, les propriétés de la moyenne X bar de l'échantillon sont illustrées par l'exemple suivant. Une population se consiste de 5 nombres. Ça, c'est pas logique du tout. La population doit être assez large, assez grande, mais je donne un exemple assez simple. Supposons qu'on a une population de 5 nombres, 1, 3, 5, 7 et 9. Je vais considérer tous les échantillons possibles de taille 2 de cet échantillon. Alors, je peux choisir 5C2 qui est égal à 10. Je peux tirer 10 échantillons différents. Bon. Quels sont ces échantillons? D'abord, je vais voir ça. On a 10 échantillons. Je peux prendre les deux nombres 1 et 3. Ou je peux choisir 1 et 5, ou 1 et 7, ou 1 et 9. Voilà. Ou je peux choisir 3 et 5 comme échantillon, ou 3 et 7, ou 3 et 9, ou 5 et 7, ou 5 et 9, et 7 et 9. Alors, j'ai seulement 10 échantillons que je peux tirer. Ici, l'ordre ne compte pas, alors 9 et 7 est tout à fait comme 7 et 9. Voilà tous les échantillons possibles. Bon, je vais calculer la X bar de chaque échantillon. 1 plus 3, c'est 4. Divisé par 2, c'est X bar. Je vais la somme divisée par le nombre.
ça fait 2. 1 plus 5, 6. Divisé par 2, c'est 3. 1 plus 7, 8. Divisé par 2, c'est 4. 1 plus 9, 10. Divisé par 2, c'est 5. Et ainsi de suite. Alors, j'ai combien ici de x bar? J'ai un nombre de x bar. Ça varie de 3, 2, 3, 4, 5, 4. Alors, elle n'est pas constante x bar. X bar change d'un échantillon à l'autre. Voilà. Ça, numéro 1. Ici, j'ai les preuves que x bar change d'un échantillon à l'autre. Quelles sont les valeurs de x bar que j'ai eues ici? J'ai x bar 2 ou 3 ou 4 ou 4 deux fois, 5 deux fois, 3 une fois, 6 deux fois, 7 une fois et 8 une fois. Alors, je vais mettre x bar comme ça. Et puis, quelle est la probabilité de chaque valeur de x bar? 2, j'ai 2 combien de fois? Une fois à partir de 10, alors sa probabilité 1 sur 10. Vous vous rappelez de cette distribution de probabilité qu'on a expliquée. Et voilà, numéro 3, c'est répété combien de fois? Une seule fois parmi les 10. Alors sa probabilité, c'est 1 sur 10. C'est pour ça qu'on a étudié les probabilités. 4, combien de fois? 2 fois. 2 sur 10 et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai x bar et ses probabilités. Alors, c'est la distribution de probabilité de x bar. Voilà. X bar n'est pas constante. C'est une variable aléatoire qui prend des valeurs différentes avec des probabilités correspondantes. Voilà, c'est la distribution de probabilité de x bar. Et avant de voir quelles sont les propriétés de x bar, ici, on avait ma population qui se consiste de ces 5 nombres. Alors, quelle est la moyenne? Ici, la moyenne est connue. Pour prouver ça, je dois chercher d'abord la moyenne de la population. Comment chercher la moyenne de la population? Je vais additionner 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 sur le nombre entier qui est 5. Alors, c'est 5. Mu est égal à de la population est égal à 5. Et maintenant, quelle est la variance de la population? C'est calculé à partir de cette règle que vous avez pris en stat 1. C'est sigma x au carré sur n moins sigma x sur n, le tout au carré. Et à la fin, c'est égal à, voilà, les détails. Et à la fin, c'est égal à 8. Alors maintenant, je sais que la moyenne de la population mu est égale à 5 et la variance est égale à 8. Et on a vu ici que x bar de tous les échantillons, elle n'est pas constante, elle est une variable aléatoire qui a cette distribution de probabilité. Quelle était la propriété, la première propriété que dans la page précédente, voilà, c'était Ex bar est égal à mu. Bon, je peux très facilement chercher Ex bar. Qu'est-ce que c'est Ex bar? Qu'est-ce que c'est Ex en général? Nous avons étudié Ex, c'était sigma x px, n'est-ce pas? Alors, Ex bar, c'est sigma x bar px bar, parce que x bar est une variable aléatoire. Voilà. Je veux la somme de x bar px bar. Ici, voilà la colonne de x bar, voilà la colonne de px bar. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier chaque valeur ici par sa correspondante. 2 fois 1 sur 10, 3 fois 1 sur 10, 4 fois 2 sur 10 et ainsi de suite. Et je vais faire la somme. La somme ici, c'est 50 sur 10, c'est égal à 5. Alors, Ex bar est égal à 5. Et qu'est-ce que c'est 5? 5, c'est la moyenne de la population. Alors,
la première, on a ici l'épreuve de la première propriété, que E x bar toujours est égal à mu. Voilà. Et maintenant, quelle était la deuxième propriété? Que la variance de x bar est égale à sigma au carré sur n. Et ici, j'avais sigma au carré, je viens de la calculer, c'était 8. Regardons ici comment on peut calculer la variance de x bar. Vous vous rappelez, la variance de x était la sigma de x au carré px moins sigma x px le tout au carré. Et celle de v, la variance de x bar, c'est la même chose, mais pour x bar au lieu de x. Bon. Ici, on a x, je veux quoi ici? Ça, c'est déjà calculé. Je veux x bar au carré px bar. X bar au carré px bar. Comment on peut calculer ça? Ou x bar au carré et puis multiplié par px bar, ou x bar multiplié directement par x bar px bar. J'aurai quoi? X bar au carré px bar. Bon. Ça, multiplié par ça, je vais obtenir x bar au carré px bar. 2 multiplié par 2 sur 10, c'est 4 sur 10. 3 multiplié par 3 sur 10, c'est 9 sur 10. 4, c'est 32 sur 10. Et je vais faire la somme. Qu'est-ce que c'est 28? 28, c'est quoi? C'est ce nombre. 28 moins 5 au carré. Sigma x bar, je viens de la calculer, c'était 5 au carré. C'était 5, ça c'était 5, alors c'est 5 au carré. 28 moins 25, c'est 3. Mais alors, ici, il y a une faute. La variance de x bar, qui devrait être sigma au carré sur n, et on a sigma au carré qui est égal à 8, sur n, n c'est la taille de l'échantillon sur 2, la variance de x bar devrait être 4, mais par nos calculs, c'est égal à 3. On remarque que la variance de x bar est égale à 3 est différente que sigma au carré sur n, qu'il devrait être, la variance de x bar devrait être sigma au carré sur n. Ça, par le calcul, est égal à 3 et celle-là, par les calculs, est égale à 4. Alors, c'est différent. Comment il y a une faute? Non, il n'y a pas une faute. Pourquoi la variance de x bar est égale à 3 et elle devrait être 4, comme sigma au carré sur n? On remarque que v x bar est égal à 3 est différente que sigma au carré sur n qui est égal à 4. C'est parce que la population est assez petite. On doit alors, parce que la population est assez petite, alors il y aura une faute. C'est pas une faute, mais on doit alors multiplier par un facteur de correction. On appelle ça un facteur de correction. C'est n, qu'est-ce que c'est n? N, c'est le nombre de la population. Grand N, ou n majuscule. Et petit n, c'est quoi? Minuscule, n minuscule, c'est la taille de l'échantillon. La taille de la population, la taille de l'échantillon. Alors, si je vais multiplier 4, ça, sigma au carré sur n, par ce facteur de correction, j'aurai la variance de x bar. Voyons. Vx bar est égal à sigma au carré sur n. Voilà. Vx bar est égal à sigma au carré sur n. Mais on va multiplier par ce facteur de correction. Voilà. Et on regarde. Sigma au carré était 8 sur n2. Facteur de correction n, c'est 5. C'est la taille de la population. N,
C2, c'est la taille de l'échantillon, sur 5 moins 1. Si on fait ce calcul assez simple, on aura 3. Alors, ça, la variance de x bar, si la taille de la population est assez petite, doit être multipliée par le facteur de la correction. Mais d'habitude, la population est assez large et ce facteur de correction converge vers le nombre 1. Parce que si j'ai ici 5000 moins 200 l'échantillon sur 5000 moins 1, alors c'est à peu près 1. Alors c'est pour ça que ce facteur de correction converge vers le nombre 1 et on ne le néglige. Parce que multiplier par 1, si je multiplie par 1, comme si je n'ai rien fait. Alors la variance de x bar est sigma au carré sur n multiplié par correction ou le facteur de correction qui est égal à 1, alors c'est sigma au carré sur n. C'est pour ça que j'ai dit à la fin que l'espérance de x bar est égale à mu et la variance est égale à sigma au carré sur n sans multiplier par le facteur de correction parce que d'habitude la taille de la population est assez large et on n'a pas besoin de ce facteur de correction. Alors, cet exemple m'a aidé à prouver que x bar n'est pas constante, elle est une variable. X bar a une distribution de probabilité et cette distribution de probabilité est nommée distribution d'échantillonnage de x bar. Et aussi, à partir de cet exemple, j'ai montré les preuves que Ex bar est égal à mu, l'espérance mathématique de x bar de l'échantillon est égale à la moyenne ou l'espérance mathématique de la population. La variance de x bar est égale à la variance à la fin de la population divisée sur la taille de l'échantillon. Voilà. Ce sont les deux propriétés que je dois savoir. Voilà. X bar est égal à mu, variance de x bar est égale à sigma au carré sur n. J'espère que vous avez compris cette partie. Et maintenant, j'ai dit que nous sommes intéressés à la distribution d'échantillonnage de x bar de la proportion P chapeau et aussi nous sommes intéressés à la distribution d'échantillonnage de S au carré. Mais on va commencer par x bar. Voilà. Numéro 1, on aura la distribution d'échantillonnage de la moyenne de l'échantillon x bar. On va voir aussi la distribution d'échantillonnage de la proportion de l'échantillon P chapeau et finalement on va voir la distribution d'échantillonnage de la variance de l'échantillon S au carré. Voilà. Bon. La distribution de x bar dépend si sigma, l'écart type de la population, est connu ou non. Alors, on a deux cas. Numéro 1, K1 si sigma est connu et K2 si sigma est inconnu. Bon, jusqu'à maintenant, excusez-moi, je vais répéter. X bar est une variable aléatoire qui suit une distribution et je sais que sa moyenne est égale à mu et sa variance est égale à sigma au carré sur n. Mais je ne sais pas jusqu'à maintenant quelle est la distribution de cette x bar. Alors, je dis ici que la distribution dépend si sigma est connu ou inconnu. Dans le cas où la variance sigma au carré de la population est connue, par expérience, je vais expliquer, la moyenne x bar est distribuée normalement. Alors,
la distribution de x bar est normale. C'est pour ça qu'on a étudié la distribution normale. Avec moyenne, je sais sa moyenne. La moyenne est mu. Et je sais ça. Écart type, c'est sigma sur racine carrée de n. Parce que, voilà, sa variance était quoi? Était sigma au carré sur n. Alors l'écart type, racine carrée de ça, c'est sigma sur racine carrée de n. Ici, si sigma est connu, comment on peut savoir sigma? Oui, parfois on a des informations sur sigma. On a des informations, on sait par expérience ou par des informations précédentes que sigma est connu. Qu'est-ce que c'est sigma ou sigma au carré? C'est la variance de la population. Si la variance de la population est connue, dans notre exemple de la taille, si je sais en avance que la variance de la taille des étudiants à l'université du Caire était 6 cm. Alors, la moyenne, par exemple, est 165 et il y a 6 cm comme variance. On a des élèves qui sont plus grands de taille que la moyenne, avec 6 cm, ou plus petites de taille que la moyenne de 6 cm. Alors, on sait sigma est connu et on sait ce genre d'information. Et dans ce cas, la moyenne x bar est distribuée normalement avec moyenne mu et l'écart type sigma sur racine carrée de n. Qu'est-ce qu'on a ajouté ici comme sur les propriétés de x bar? La distribution de x bar et la distribution normale. Et on sait déjà que sa moyenne est mu et son écart type est sigma sur racine carrée de n parce que sa variance était sigma au carré sur n. Alors ça, c'est l'écart type. Puisque x bar suit cette distribution, alors x bar, si je vais soustraire mu et diviser sur sigma, on aura la distribution normale 0 et 1. Très bien. Bon. La variable aléatoire x bar suit cette distribution en deux cas. Alors, on a deux cas pour sigma est connu et inconnu. Et pour sigma est connu, on sait que x bar suit cette distribution dans les deux cas prochains. Numéro 1, dans les deux cas prochains. A et B. Si la population est distribuée normalement, alors, si je sais, par exemple, que la taille des élèves ou des étudiants de l'université du Caire suit la distribution normale, alors x bar va être quoi? La somme d'un nombre n de variables aléatoires qui suivent la normale mu et sigma, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce que c'est x bar? X bar est la somme de x1 plus x2 et ainsi de suite. Si chaque x suit la distribution normale avec mu et sigma, alors leur somme x bar sur n doit aussi suivre la distribution normale. Ça, c'est très logique. Alors, si la population est distribuée normalement, alors x bar est distribué aussi normalement exactement. Et je vais expliquer qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que c'est approximativement. Ça, c'est vrai pour n'importe quelle valeur de n. Si j'ai n petite ou n grande. Qu'est-ce que c'est n? C'est la taille de l'échantillon. Alors, si je vais tirer un échantillon assez petit ou un échantillon assez large, pour les deux cas, si la population elle-même est normale, alors x bar suit cette distribution, mais exactement. Mais si la population n'est pas normale, je ne sais pas quelle est la distribution de la population. Je ne sais pas, est-ce que la taille des élèves suit la distribution normale ou non.
ou elle suit une autre distribution et ce n'est pas la distribution normale. Ça suit la distribution de qui suit la distribution de T, n'importe quelle autre distribution que la normale. On dit qu'elle suit une distribution quelconque. Dans ce cas, si n est assez grand, qu'est-ce que c'est assez grand? N est plus grand que 30. X bar suit la distribution normale aussi. Elle a la même distribution, mais approximativement. Pourquoi? D'après le théorème très célèbre appelé théorème centré limite. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Si n est grand, et quelle que soit la distribution de x, alors x bar suit la distribution normale avec mu sigma sur racine carrée de n approximativement. À partir de ce théorème, on sait la distribution de x bar, quelle que soit la distribution de la population. Si n n'est pas normale, alors si n est grand, x bar va suivre aussi la normale mu et sigma sur racine carrée de n, mais approximativement. Elle converge vers cette distribution. Elle ne prend pas cette distribution exactement, mais approximativement. Alors, quel est notre résumé? Si sigma est connu, x bar, qu'est-ce que c'est x bar? C'est la statistique ou la moyenne de l'échantillon. Suit la distribution normale mu sigma sur racine carrée de n dans les deux cas suivants. Si la population est distribuée normalement, alors elle suit cette distribution exactement. Mais si pour n petit ou grand. Mais si la population n'est pas normale, elle suit aussi cette distribution, mais approximativement à partir du théorème centré limite, seulement si n est plus grand que 30. Mais si n est plus petit que 30, on ne sait pas quelle est la distribution de x bar si la population n'est pas normale. Dans ce cas, j'ai une condition que n est assez grand que 30. Si n n'est pas grande que 30, on ne peut pas savoir la distribution de x bar si la population n'est pas normale. Mais si n est petite et la population est normale, alors on a aussi cette distribution, mais oui, et exactement. Je répète, excusez-moi parce que x bar suit cette distribution si la population est normale d'une façon exacte si n est petite ou grande. Mais si la population n'est pas normale, elle suit aussi cette distribution, mais approximativement à partir du théorème centré. Je vais donner maintenant un exemple sur cette partie. On sait maintenant que x bar suit la normale mu sigma sur racine carrée de n. Donc, je peux chercher n'importe quelle probabilité qui concerne x bar. Regardons maintenant cet exemple. Si la durée de vie moyenne d'une lampe électrique est 448 heures avec un écart type de 21 heures, quelle est la probabilité que dans un échantillon de 49 lampes tirées de cette population, la durée de vie moyenne de cette lampe soit entre 441 et 446 heures? Qu'est-ce qu'il m'a donné et qu'est-ce qu'il veut? Il m'a dit que la durée de vie moyenne d'une lampe électrique est 448. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'échantillon? Non, c'est pas de l'échantillon. Il m'a dit la durée de vie moyenne d'une lampe en général. Alors, c'est la 448, c'est mu. C'est mu. Voilà, mu est 448. C'est la moyenne de la population avec un écart type de 21 heures. Alors, sigma est égal à combien? À 21. Alors,
Sigma est égal à 21. Mu est égal à 448 et sigma est égal à 21. Ce sont les deux paramètres de la population parce qu'il m'a dit la vie moyenne d'une lampe en général. Et qu'est-ce qu'il veut maintenant? Quelle est la probabilité que dans un échantillon de 49 lampes tirées, alors la taille de l'échantillon est combien? 49. De cette population, la durée de vie moyenne de cette lampe soit entre 441 et 446. Faites attention, la durée de vie moyenne. Alors, il veut que X bar, quelle est la probabilité que X bar tombe entre 441 et 446? Et après, comment faire? Je sais que X bar, pas de problème du tout. Je sais que X bar suit la distribution, voilà, normale, mu, sigma sur racine carrée de n. Mais ici, il ne m'a pas dit que la durée de vie moyenne ou la durée de vie de cette lampe est distribuée normalement. Pas de problème, parce que si la population n'est pas normale, mais n est grand et on a fait attention ici que n est égal à 49, c'est plus grand que 30. Alors, X bar est distribué normalement approximativement. Ça, c'est ce cas. Voilà. C'est distribué normalement. Avec mu combien? Est égal à 448 parce qu'on sait que E x bar ou mu de x bar est égal à mu. Et mu était 448. Et quel est l'écart type de x bar? L'écart type de x bar, c'est sigma sur racine carrée de n. Ici, sigma était combien? 21. Racine carrée de n, c'est 7, parce que n est 49. Alors 21 sur 7, c'est égal à 3. Voilà. Alors, je peux dire que x suivait une distribution de 448 et 21, mais x bar suit la normale approximativement, parce que n est plus grand que 30, avec mu 448 et avec écart type 3. Maintenant, c'est un exercice assez simple sur x bar. X bar suit cette distribution, alors je peux transformer X bar qui suit la normale, 448 et 3, pour être Z. Comment? On peut facilement soustraire mu et diviser sur son écart type. L'écart type, c'est combien? C'est 3. C'est sigma sur racine carrée de n. Voilà. X bar moins mu sur sigma sur racine carrée de n pour les trois côtés. Et ici, x bar moins mu sur sigma sur racine carrée de n, parce que x bar suit la distribution normale, de nouveau, mu et sigma sur racine carrée de n. Alors, si je vais faire cette transformation, c'est z, parce que n'importe quelle variable qui suit la distribution normale, si je vais soustraire sa moyenne et diviser par son écart type, et ici l'écart type, c'est pas sigma, c'est sigma sur racine carrée de n, parce que ici j'ai pas x, j'ai x bar, donc ça c'est z. Et pour les deux autres côtés, je vais soustraire 448 et diviser par 3. Soustraire 448 et diviser par 3. Très bien. Alors c'est probabilité, je vais calculer ça et ça, c'est moins 2,33 et moins 0,67. Ici, cette partie. Je sais maintenant comment chercher ça par symétrie, c'est égal à celle-là. Alors, cette partie est calculée à partir de 0 à 2,33, moins de 0 à 0,67. Alors, j'ai ces deux nombres. Je vais faire la soustraction et ça, c'est la probabilité que la vie moyenne
la durée de vie moyenne de cette lampe, X bar, tombe entre 441 et 446. Alors, ici, cet exemple, j'ai donné cet exemple pour vous montrer que X bar maintenant, qu'est-ce que c'est X bar? La moyenne de l'échantillon est une variable aléatoire qui suit la normale mu et sigma sur racine carrée de n. Alors, je peux très facilement chercher n'importe quelle probabilité pour cette variable aléatoire. Voilà. Ça, c'était numéro 1. K1 si sigma est connu. Maintenant, on va voir le K2 si sigma est inconnu. Si sigma est inconnu, alors la plupart du temps, ça c'est très logique, si mu de la population est inconnu, sigma l'est aussi. C'est normal que si je ne sais pas la moyenne de la taille des étudiants, alors aussi leur écart type ou leur variance de la taille est inconnue. Et dans ce cas, on remplace sigma par l'écart type S. Qu'est-ce que c'est S? C'est l'écart type, mais de l'échantillon, non de la population. De l'échantillon. Facilement calculé. On sait très bien comment on peut calculer S. Et X bar, dans ce cas, est distribué selon les deux cas suivants. Ici, c'est pas suivant. Est distribué selon les deux cas suivants. Numéro A, la population est normale. Et G, la population est non normale. La population, quand sigma est inconnu, et la population est normale, j'ai deux cas. Ici, si n est petit, alors x bar suit la distribution T n-1 avec degré de liberté n-1. C'est pour ça qu'on a étudié la distribution de T. Mais si n est grand, x bar suit la distribution normale comme celle-ci, mais au lieu de sigma, on a remplacé par S. Voilà. Alors, si la population est normale et sigma est inconnu, on a x bar. La distribution de x bar dépend sur quoi? Dépend sur la taille de l'échantillon. Si la taille est petite, alors x bar suit la distribution de t m-1. Mais si n est grande, la distribution est toujours normale avec mu et s sur racine carrée de n. Mais maintenant, si la population est non normale, dans le cas où sigma est inconnu, on va retourner pour aussi la distribution normale à partir de quoi? De le théorème central limite. Et on dit que x bar suit la normale mu s sur racine carrée de n approximativement, si n est grand. Mais si n est petit, dans ce cas, je ne peux pas savoir la distribution de x bar. Alors, si sigma est inconnu, on a deux distributions, non une seule. Si la population est normale, n est petit, alors x bar suit la distribution de t. Si n est grand, la normale, mu et s sur racine carrée de n. La population est non normale, quelconque, c'est la même chose, comme si n est grand, mais ici, si n est grand aussi, mais ici, c'était exactement, et ici, c'est quoi? C'est approximativement. On peut faire ici un résumé assez important. Distribution d'échantillonnage de x bar. G. K1, sigma est connu. K2, sigma est inconnu. Si K1, sigma est connu, on remarque ici, j'ai une seule distribution. Population normale, n est grande ou petit, j'ai x bar qui suit cette distribution qu'on a déjà vue exactement. Ou approximativement si la population est quelconque. Alors, dans le cas
de sigma est connu, j'ai une seule distribution où x bar va suivre, c'est la normale mu sigma sur racine carrée de n, ou exactement ou approximativement. Mais vous devez comprendre la différence entre les deux. Ici, K2, si sigma est inconnu, on a, dans le cas où la population normale, si n est petit, ça va suivre la T1-1. Si n est grande, c'est la normale, mais on fait attention, c'est mu, la même distribution, mais ici, au lieu de sigma, on a utilisé S parce que ici, sigma est inconnu. Et si la population est quelconque, on retourne pour cette distribution la même chose, x bar n mu s sur racine carrée de n, mais approximativement. Et dans le cas où la population est quelconque, dans les deux cas, sigma est connu ou inconnu, si n est petite, je ne peux pas savoir la distribution de x bar. Voilà le résumé de la distribution d'échantillonnage de x bar. Et j'espère que c'est clair. Bon. Ici, cette distribution est assez facile. Maintenant, on va voir la distribution d'échantillonnage de la proportion de l'échantillon P chapeau. Qu'est-ce que c'est P chapeau? P chapeau, c'est quoi? C'est la proportion d'une certaine caractéristique. J'ai dit, par exemple, quelle est la proportion des étudiants qui ont une taille plus grande que 170 cm. C'est une caractéristique. Bon, souvent, on désire estimer dans une population la proportion P des unités qui possèdent une certaine caractéristique, comme la proportion du succès. Parfois, je ne veux pas savoir la moyenne de la note des étudiants dans une certaine matière, mais je veux savoir la proportion du succès, pourquoi pas. De revenus plus élevés que 1000 livres par mois, ou aussi la proportion des conducteurs qui portent leur ceinture de sécurité, et ainsi de suite. Alors la proportion aussi d'une certaine caractéristique est assez importante. Dans le cas des conducteurs qui portent leur ceinture de sécurité, je ne peux pas chercher la moyenne, mais je peux chercher la proportion. Dans ce cas, on calcule la proportion P chapeau de l'échantillon, alors la proportion de l'échantillon qui représente la proportion des unités qui possèdent cette caractéristique dans l'échantillon, ou P chapeau, nombre d'unités qui possèdent une certaine caractéristique, comme par exemple les conducteurs qui portent leur ceinture de sécurité, sur la taille de l'échantillon. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un échantillon de 1000 conducteurs et je veux savoir quelle est la proportion des conducteurs qui portent leur ceinture de sécurité, je vais diviser, mais 1000 c'est très grand, disons de 200 conducteurs. Alors, j'ai la taille de l'échantillon 200. Je vais calculer le nombre des conducteurs qui portent leur ceinture, disons 110. Ce sont les nombres du conducteur qui portent leur ceinture de sécurité sur le nombre entier de l'échantillon. Et comme ça, je vais savoir très facilement quelle est la proportion des conducteurs qui portent leur ceinture de sécurité. Si je veux savoir, par exemple, quelle est la proportion, ici, la proportion du succès, je vais mettre ici le nombre des élèves qui ont passé l'examen sur le nombre entier. Alors, c'est la proportion du succès. Et ainsi de suite. Alors, c'est très facilement calculé aussi. P chapeau, c'est la proportion de l'échantillon. Et qu'est-ce que je vais faire avec P chapeau? Je vais estimer ou je vais prendre des décisions sur P. Grand P comme ça. Qu'est-ce que c'est P? C'est la même proportion, mais dans la population. Bon.
P chapeau aussi n'est pas une constante parce que ça change d'un échantillon à l'autre. Mais quelles sont les propriétés de P chapeau? Voilà. Numéro 1, l'espérance mathématique de la proportion P chapeau de l'échantillon, l'espérance mathématique de P chapeau est égale à la proportion P de la population. Alors, E P chapeau est égal à P. E P chapeau est noté aussi mu P chapeau est égal à P. Alors, c'est très facile. C'est la même idée, tout à fait la même idée. On a vu ici que E x bar était égal à mu. La moyenne de x bar est égale à mu. Et la variance de x bar était sigma au carré sur n. Ici, j'ai pour P chapeau, la moyenne de P chapeau est égale à P. La même idée. Mais la variance de P chapeau est égale à P, m moins P sur n. Qu'est-ce que c'est P? P, c'est la proportion d'une certaine caractéristique, mais dans la population. Et qu'est-ce que c'est P chapeau? P chapeau, c'est la même proportion, mais dans l'échantillon. Ça de la population et ça de l'échantillon. Ça, c'est très facilement calculé, mais celle-là on ne peut pas chercher facilement. Alors, je vais étudier les propriétés de P chapeau pour pouvoir estimer P, par exemple. Alors, j'ai ces deux, voilà, propriétés de P chapeau. Sa moyenne est égale à P, sa variance est égale à P, m moins P sur n. Alors, l'écart type, ça sera quoi? Racine carrée de P, m moins P sur n. Mais quelle est la distribution d'échantillonnage de P chapeau? Si la taille de l'échantillon est assez grande, n est plus grand que 30, la distribution de la variable aléatoire P chapeau tend vers la distribution normale de moyenne P et de variance P m moins P sur n. Alors, elle aussi, P chapeau, suit la distribution normale, mais ici seulement si n est grande. Si n est petite, on ne sait pas la distribution de P chapeau. Alors, et ça, après le théorème de M. de Moivre. C'est le théorème de Moivre qui me dit que P chapeau suit la distribution normale avec moyenne P et écart type P m moins P sur n, parce que la variance c'est P m moins P sur n, alors l'écart type c'est ça, la racine carrée. C'est à partir de le théorème de Moivre. Et puisque P chapeau suit la normale, alors P chapeau moins la moyenne est divisé par l'écart type suit la normale 0 et 1. Ça, c'est très important. Alors maintenant, moi, très facilement, je peux chercher les probabilités qui concernent P chapeau parce que je sais sa distribution. Voilà notre exemple. Si 10% de la production d'une certaine usine sont défectueuses, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ces 10%? Ces 10% c'est la proportion dans la population. Parce qu'il me dit 10%. Et qu'est-ce que c'est ici la proportion de quoi? La proportion des unités défectueuses. Je m'intéresse aux unités défectueuses. Alors, la proportion des unités défectueuses est 10%. Il m'a dit dans une certaine usine. Alors, c'est pas dans l'échantillon, c'est P ça. Ça, c'est P parce que ça, c'est de la population. Quelle est la probabilité que dans un échantillon de 80 unités choisies de la production de cette usine, au moins 12 sont défectueuses? Alors, notre échantillon est de 80. C'est plus grand que 30, alors je peux savoir la distribution de P chapeau. P chapeau suit cette distribution. Alors,
ici, il y a notre solution. Il m'a donné P, 10%, écrite sous cette forme. N est 80 plus grand que 30. Alors, P chapeau, selon la théorie de Moab, ou le théorème de Moab, suit la distribution normale P est racine carrée de P, 1 moins P sur N. On cherche quoi? Ici, on cherche quoi? On cherche la probabilité que parmi 80 unités choisies de la production de cette usine, au moins 12 sont défectueuses. Alors, on cherche que le nombre des unités défectueuses soit plus grand que, au moins, ça veut dire plus grand que ou est égal à 12. L'égalité ici, pas important du tout. Probabilité, parce que c'est une variable aléatoire continue. Probabilité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser ça par 80 et ça par 80. Alors, je vais diviser les deux côtés, j'ai le droit de faire ça. Nombre des unités défectueuses sur le nombre total 80 et ici aussi. Mais qu'est-ce que c'est le nombre des unités défectueuses sur le nombre total? C'est P chapeau. C'est quoi? C'est la proportion des unités défectueuses dans l'échantillon. Et qu'est-ce que c'est 12 sur 80? C'est 0,15. Alors, j'ai probabilité de P chapeau moins P sur racine carrée de P, 1 moins P sur N. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai soustrait ici P et j'ai divisé par l'écart type. Alors, j'ai changé ça pour être Z. C'est très facile. Je sais que P chapeau suit la distribution normale avec P et écart type. Si je vais soustraire P et diviser par l'écart type, alors j'aurai ici Z. Plus grand que. Je vais faire la même chose ici. 0,15 moins P qui est égal à 0,10 sur racine carrée de P, 1 moins P sur N. Alors j'ai transformé cette probabilité à celle-là. Probabilité de Z plus grande que 1,49 qu'on sait très facilement calculer. Je veux cette partie. Alors cette partie est égale à quoi? À 0,5 moins celle-là calculée du tableau. Et c'est égal à 0,0681. Voilà. Ça, c'est la solution de cet exemple. Maintenant, on a vu la distribution d'échantillonnage de X bar. C'est normal, mu sigma sur racine carrée de N ou T selon si je sais sigma ou non. Ou sigma est connu ou inconnu. Je sais aussi la distribution d'échantillonnage de P chapeau, qui est seulement la normale, mais j'ai une condition que la taille de l'échantillon est assez grande, plus grande que 30. Et maintenant, je vais très vite dire la distribution d'échantillonnage de la variance de X bar. Je dis qu'on va voir les trois distributions d'échantillonnage. La statistique S au carré, elle aussi, S au carré, qu'est-ce que c'est S au carré? S au carré est la variance de l'échantillon que je vais utiliser pour estimer ou prendre des décisions sur sigma au carré, c'est la variance de la population. Bon. La statistique S au carré de l'échantillon est une statistique très utilisée. Elle a les propriétés suivantes. L'espérance de S au carré est égale à sigma au carré, comme d'habitude. L'espérance de chaque statistique de l'échantillon est égale à l'espérance ou la moyenne de la population. Et la variance de S au carré est égale à, c'est noté comme ça, est égale à 2 sigma à la puissance 4 au lieu de la puissance 2, n moins 1. Et si la population est normale, ici on a une condition que
la population doit être normale pour savoir la distribution de S au carré, la distribution d'échantillonnage de S au carré. La population est normale de moyenne mu et de variance sigma au carré. Alors, si x suit la distribution normale, alors on a cette distribution. La distribution n'est pas seulement S au carré, mais il me donne quoi? M moins 1 S au carré sur sigma au carré suit la distribution qui 2. Ah voilà, c'est qui 2 qu'on a déjà vu. Qui 2. Voilà. On ne doit pas savoir sur la distribution d'échantillonnage de variance de x bar, sauf cette partie. Que S au carré est une variable aléatoire et ça représente la variance de l'échantillon. On veut savoir sa distribution pour l'utiliser pour l'estimation ou pour prendre des décisions sur sigma au carré de la population, sur la variance de la population. Et on a su maintenant que n-1 S au carré sur sigma au carré suit la distribution qui de n-1. Bon, très bien. Excusez-moi, mais je veux ici commencer l'inférence statistique. Ça va prendre 10 minutes au maximum. Et je vais laisser l'estimation par l'intervalle de confiance pour la prochaine lecture. Bon. Maintenant, on sait que notre programme, ou la partie la plus importante de notre programme, c'est l'inférence statistique. Se divise en deux grandes branches, l'estimation et le test d'hypothèse. Bon. On va commencer aujourd'hui par l'estimation, une très petite partie, et puis voir les tests d'hypothèse plus tard, après à peu près trois lectures. Bon, les distributions d'échantillonnage, des statistiques d'un échantillon, quelles sont les statistiques qu'on a déjà vues, c'est X bar, P chapeau et S au carré, sont utilisées dans l'inférence statistique qui regroupe l'ensemble des méthodes qui, à partir d'un échantillon tiré d'une population, permettent d'estimer ou prendre des conclusions sur les paramètres de cette population. J'ai déjà dit ça. X bar est utilisé pour estimer ou tester des hypothèses sur mu. P chapeau est utilisé pour la même chose pour P. S au carré pour sigma au carré. Ça, ce sont les paramètres de la population qui sont inconnus et ce sont les statistiques de l'échantillon tiré de la même population. Ils sont très facilement calculés. Et on a su maintenant quelles sont les propriétés et les distributions des trois. L'inférence statistique se divise en deux grandes parties, l'estimation et les tests d'hypothèse. On va commencer par l'estimation. C'est très facile. L'estimation. Les problèmes d'estimation des paramètres de la population sont très importants non seulement dans le monde de la gestion et l'économie, mais aussi dans la vie de tous les jours. Comment? Un marchand doit estimer les ventes de mois différents pour pouvoir répondre à la demande. Le marchand doit savoir quelle sera la vente dans le mois prochain et pour répondre à la demande. Aussi, un élève doit estimer le temps nécessaire pour résoudre un examen. Et je peux diviser le temps par... J'ai par exemple 5 questions, alors je vais diviser l'heure ou les 2 heures sur les 5 questions et ainsi de suite. Alors l'estimation est très importante non seulement dans l'économie et la gestion, mais aussi dans la vie de tous les jours. Bon. Pour estimer les paramètres inconnus de la population mu, P et sigma au carré, on tire un échantillon aléatoire et à partir des statistiques calculées de cet échantillon, voilà, on construit des estimateurs des paramètres dont leurs valeurs numériques sont appelées estimations. Alors, qu'est-ce que c'est l'estimateur et qu'est-ce que c'est l'estimation? X bar peut être l'estimateur et sa valeur
numérique est nommé l'estimation. Alors, je veux estimer mu. Je veux utiliser x bar comme estimateur. Et sa valeur est égale à, est nommée estimation. Voilà. Ainsi que P, l'inconnu. P prime, P chapeau peut être l'estimateur de P. Et sa valeur numérique est appelée l'estimation de P, et ainsi de suite. Les méthodes d'estimation se divisent en deux grandes catégories, l'estimation ponctuelle et l'estimation par intervalle de confiance. On va voir très vite l'estimation ponctuelle et puis on va voir en détail l'estimation par intervalle de confiance. Bon. Qu'est-ce que c'est estimation ponctuelle? C'est clair du nom que c'est l'estimation par un seul point. Quand l'estimation du paramètre inconnu est donnée par un seul nombre ou un seul point, on dit que c'est une estimation ponctuelle du paramètre. Alors, retournons ici. Je veux savoir quelle est la taille moyenne des étudiants de l'Université du Caire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer un échantillon de 200, par exemple 200 étudiants, et je vais calculer la taille moyenne de ces 200 étudiants. J'ai trouvé que la taille moyenne est égale à 162, disons 167 cm. Alors je vais dire, puisque la taille moyenne dans l'échantillon c'est 167 cm, alors la taille moyenne de la population qui est quoi de tous les étudiants de l'université est égale à 167. Alors je vais estimer mu par un point ou un seul nombre x bar. Quand l'estimation du paramètre, vous avez compris maintenant quelle est l'estimation ponctuelle par un seul nombre. Quand l'estimation du paramètre inconnu est donnée par un seul nombre ou un seul point, on dit que c'est une estimation ponctuelle du paramètre. Mais cette estimation ponctuelle n'est pas assez précise. Pourquoi? Parce que moi, je compte sur quoi? Je compte sur l'échantillon et les observations d'échantillon. Parfois, par hasard, j'ai choisi un échantillon où les étudiants sont assez courts de taille, sont courts. Ou par hasard, j'ai choisi un échantillon où ils ont une taille assez grande. Alors, cette estimation ponctuelle n'est pas assez précise. Et c'est pour ça qu'on essaye toujours de trouver une valeur numérique précise, une estimation précise qui diminue l'erreur de l'estimation. Alors, il y a toujours une erreur de l'estimation parce que je compte seulement sur 200 pour estimer la moyenne des milliers. Alors, je dois faire une erreur. Mais je cherche à diminuer cette erreur. Cette erreur est appelée l'erreur type ou l'erreur aléatoire. Et c'est la différence entre la statistique calculée et le paramètre estimé, parce que paramètre estimé, il y a une différence entre la statistique que je vais utiliser pour estimer le paramètre. Alors cette différence est appelée l'erreur type ou l'erreur aléatoire. Et c'est toujours sigma x bar. Sigma x bar, c'est sigma sur la racine carrée de n, on sait ça. Alors ça, ou l'écart type de x bar, et c'est l'erreur type. L'écart type de P chapeau, qu'on a déjà vu, c'est aussi nommé l'erreur aléatoire. Alors, on cherche la statistique ou l'estimation ou l'estimateur qui diminue cette erreur.
pour un estimateur puisse fournir des bonnes estimations, il doit posséder certaines qualités. Alors, on a quelques qualités ou quelques propriétés pour un estimateur pour donner une bonne estimation et pour réduire ou diminuer l'erreur type. Numéro 1, l'estimateur non biaisé. On a seulement deux conditions ou deux propriétés. On donne cette partie très facilement, très facile, très simple. Estimateur non biaisé. Un estimateur est non biaisé comment? Si l'espérance de l'estimateur est égale au paramètre. Donc, en général, si l'espérance de l'estimateur est égale au paramètre, donc on dit que cet estimateur est un bon estimateur parce qu'il est non biaisé. Bon, pour la moyenne x bar, on sait que x bar est égal à mu. Alors, la moyenne ou l'espérance mathématique de x bar, qui est l'estimateur, est égal au paramètre mu. Donc, x bar est un bon estimateur pour mu. Alors, pourquoi? Parce qu'il est non biaisé. Il est non biaisé que la moyenne ou ex bar est égal à mu. Alors, ici, c'est une épreuve assez simple que x bar vraiment, ex bar toujours est égal à mu. Si qu'est-ce que c'est x bar? C'est sigma x sur n. Qu'est-ce que c'est sigma x sur n? C'est x1, x2 jusqu'à xn. Bon, on peut faire rentrer pour chaque variable. Alors, ça, c'est nommé mu1, mu2, mu3 jusqu'à mu-n. Puisque les mu sont égales. Alors, mu plus mu plus mu plus mu, c'est égal à n. Mu sur n, c'est égal à mu. Je ne veux pas cette épreuve, mais c'est pour vous montrer que E de l'estimateur est égal au paramètre. Et si on a cette propriété, l'estimateur est non biaisé et donc c'est un bon estimateur. Quoi aussi? Quand est-ce que l'estimateur est bon? Quand il est consistant. Qu'est-ce que ça veut dire consistant? Un estimateur est consistant si quand la taille de l'échantillon augmente, l'estimateur se rapproche du paramètre réel. Cela se réalise si, quand la taille augmente, ça c'est très logique, l'estimateur va se rapprocher du paramètre. La limite de quand n tombe vers l'infini de la variance de l'estimateur est égale à 0. Donc, si j'ai cette propriété, là, l'estimateur est consistant. Et si l'estimateur est consistant, c'est un bon estimateur. Alors, voyons, est-ce que x bar est un bon estimateur, il est consistant ou non? La moyenne de l'échantillon x bar est un estimateur consistant. Alors, pour être consistant, la limite de la variance de x bar doit être égale à 0. Voyons, quelle est la variance de x bar? On sait que la variance de x bar est sigma au carré sur n. Alors, si je prends la limite, je vais remplacer n par l'infini. Sigma au carré sur l'infini est égal à 0. Alors, la limite de la variance de x bar est égale à 0. La limite de la variance de l'estimateur est égale à 0. Alors, cet estimateur x bar est consistant. On a vu que x bar est un très bon estimateur parce qu'il est quoi? Il est non biaisé parce que E de x bar est égal à mu, alors E de l'estimateur est égal au paramètre. Aussi, cet estimateur est consistant parce que la limite de sa variance est égale à 0. La limite de la variance de l'estimateur, quand n tombe vers l'infini, est égale à 0.
Alors, on va voir que X bar est un bon estimateur, très bon estimateur pour mu, parce qu'elle est non biaisée et en même temps, elle est consistante. Il y en a aussi des autres propriétés pour qu'un estimateur soit un bon estimateur. Il y a plusieurs méthodes pour déterminer les estimateurs ponctuels, comme la méthode de maximum de vraisemblance. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette méthode. Et la méthode de moindre carré. On ne va pas étudier ça cette année. Et tout ce que je veux pour l'estimation ponctuelle, c'est prendre une idée, qu'est-ce que c'est une estimation ponctuelle par un seul point, et on va comprendre ça quand on va parler de l'estimation par intervalle de confiance la prochaine fois. Voilà, ici, l'estimateur, on sait maintenant qu'est-ce que c'est une estimation ponctuelle, qu'est-ce que c'est un bon estimateur. Un bon estimateur qui diminue ou réduit l'erreur type. Qu'est-ce que c'est l'erreur type? Voilà l'erreur type. Et on a pris seulement deux propriétés assez simples. Si l'estimateur est non biaisé ou si c'est consistant, alors c'est un bon estimateur ponctuel. Merci beaucoup. Je crois que c'est une longue lecture, mais maintenant vous avez du temps, plein de temps. Vous êtes à la maison, غصباً عنكم كده, vous allez étudier. Depuis 7 heures, vous allez rester à la maison. Alors, c'est une bonne occasion pour étudier. Euh, Si vous voulez n'importe quelle question, s'il vous plaît, pour cette partie, avant de continuer, vous pouvez m'envoyer vos questions. Je sais c'est une partie assez رزلة يعني, mais je crois que j'ai expliqué plusieurs fois, alors j'espère que vous avez bien compris. Cette partie est théorique, alors sauf quelques exemples comme l'exemple sur les probabilités de X bar et de P chapeau, mais à part ça, ce sont des parties théoriques que vous devez savoir, mais je donne des résumés à la fin de chaque partie. Merci beaucoup. J'espère que tout va bien, Inch'Allah, et que Dieu vous garde, vous et vos parents, Inch'Allah. Au revoir.